Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Théâtre des Feux de la Rampe à Paris pour une nouvelle interview, pour ce spécial alimentation, une troisième interview après avoir interviewé le professeur Henri Joyeux. Ensuite Gilles Lartigot, me voici en compagnie de Marie-Sophie L. Je suis ravie de passer ce moment avec toi et de parler cru. Tu es passionnée du cru, hein ? Je suis passionnée du cru. Moi aussi, je suis ravie d'être interviewée par toi, parce que j'ai vu une foule d'interviews sur Internet, parce qu'on a complètement les mêmes centres d'intérêt, de convergence et les mêmes passions. Tu es bilingue, tu as passé du temps aux États-Unis. Hein. D'ailleurs, tu t'es initiée au RAW aux États-Unis. Tu es RAW chef, tu es comédienne. On te connaît comme aussi l'ex-femme et l'épouse. Enfin, tu as eu des enfants avec Claude Lelouch, le metteur en scène, d'ailleurs, qui a un très beau film qui sort très bientôt. Mais là, on est là pour parler de l'instant cru, parce que tu t'es initiée aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris, au cru. Mais il y avait quelque chose d'inné qui était là déjà en toi, qui était éveillé. Et rapidement, tu as compris comment ça fonctionnait. Et tu nous fais maintenant des recettes, et j'ai eu le plaisir de goûter hier sur la péniche de l'instant cru des recettes. Là, on est dans le gourmet, on est dans le sexy, on est dans le trendy, on a envie d'en manger, quoi. C'est plus du tout le cru basique, très salade. Là, on n'est plus du tout dans tout ça. Les papilles sont en plein éveil. Hein. Parle-nous de cet univers que tu t'es créé. Là, c'est exceptionnel, ça. Alors déjà, c'est vrai que pour manger cru pendant longtemps, il faut que ce soit délicieux. Il faut qu'il y ait une satiété émotionnelle, puisque se nourrir, c'est un acte très sensuel et très sensoriel. Enfin, où ça doit le rester et le devenir. Et quand on mange cru, il faut atteindre cette plénitude et pour moi, c'est une nourriture en 3D. C'est-à-dire qu'on peut manger un risotto. Un risotto, c'est sympa avec du riz, mais le riz, il est là pour donner la réplique un peu platement à une sauce. Alors que quand on fait un risotto avec des panais, qu'on va débiter comme des petits grains de riz, qu'on va mettre une sauce avec des cèpes ou avec ce qu'on veut, le panais, les petits grains de panais avec leur note de réglisse, ils vont donner la réplique avec beaucoup plus d'esprit qu'un riz ou des pâtes. De même que des tagliatelles de courgettes vont être plus spirituelles, elles vont avoir des goûts que les pâtes n'ont pas. Donc ce qui est bon dans du riz ou des pâtes, c'est la sauce, et en cru, on fait des sauces qui sont pleines de vie, pleines de saveurs, pleines de parfums, et ça, c'est la véritable promesse de manger cru, parce que, en fait, je rappelle, on s'occupe là de manger cru. C'est une promesse parce que c'est comme dans les jeux amoureux, on revisite les jeux amoureux pour trouver plus de plaisir en ayant des idées. Et là, on revisite complètement de nouvelles techniques de cuisine. On revisite complètement tous les aliments et on mange des choses complètement inédites. Quand on mange cru, on mange des choses inédites. Là, comme on peut le voir, un opéra qui est fait sans œufs, sans lait, sans farine, qui n'est pas cuit, on se dit, mais comment on fait un opéra? Comment on fait un cheesecake qui n'a de cheese que le nom? Comment on fait tout ça? Et en fait, c'est possible, c'est une mise en équation qui est hyper ludique. C'est une terre incognita, donc c'est super à notre époque. Dans notre vieux monde, de trouver un terrain d'expression qui soit complètement inconnu et qui ne demande qu'à être exploré. Donc là, pour l'instant, manger cru, ça concerne des pionniers, des gens qui sont très soucieux de leur santé, de leur potentiel, de leur vitalité. Donc moi, j'ai nourri une joueuse de tennis pendant Roland-Garros et Wimbledon, Victoria Azarenka. Elle est une fille qui est hyper drôle, qui est généreuse, qui est très près de son corps et qui mange cru. 100% cru. Pratiquement 100% cru, en tout cas en compète, oui, parce qu'elle sait qu'elle est vraiment au maximum de ses compétences, et puis elle est très près de son corps. Et là, j'ai cuisiné pour elle, c'était génial, parce que c'est chouette de cuisiner pour quelqu'un, de cuisiner pour quelqu'un qui est si près d'elle et qui a besoin d'être performante. Le corps absorbe bien plus l'aliment cru. C'est un aliment, rappelle-nous, qui n'est pas cuit à plus de 42 degrés Alors, le corps l'absorbe. Le professeur Joyeux disait, lui aussi, il est pour aller manger cru, mais plus on a mangé cuit et plus il est difficile de manger cru. Donc, sa femme préconisait, Christine Joyeux préconisait, pour faire le passage entre le cuit et le cru, la cuisson à la vapeur douce. C'est une excellente idée. On ne peut pas alimenter un corps qui est habitué à manger cuit pendant 20, 30, 40 ans en lui mettant du cru de but en blanc exclusivement, du jour au lendemain. Mais bien sûr, il faut le faire en douceur et surtout écouter son corps. Il
Il y a des petites techniques, hein, d'ailleurs, parce que je voulais parler de ça, je pense à ce petit filet, parce qu'il y a dans le cru, donc le corps absorbe déjà, ça je voulais te parler, bien mieux l'aliment apparemment. Il y a les enzymes qui sont encore présentes, il n'est pas cuit à plus de 42 degrés, et il y a des substituts, c'est-à-dire que là je tiens un petit sac de lait végétal et on crée soi-même son lait d'amande. Ça fait partie des choses que tu nous expliques ou que tu as envie de nous expliquer là, parce que je trouve ça sympa, moi, parce qu'on parle on a parlé avec le professeur Joyeux, arrêtez le lait, mais alors oui. C'est super simple de faire son propre lait végétal. Oui. Alors moi, ça fait déjà, même avant de manger cru, ça fait au moins 8 ans que je prends plus de produits laitiers et plus véritablement de gluten ou de farine blanche normale, enfin voilà. Alors c'est vrai que je suis très éloignée des produits industriels, donc même les laits végétaux qu'on trouve même dans les magasins bio, je les aime pas beaucoup. C'est tellement simple de se faire des produits tout vivants. Il suffit de mettre des amandes et du lait dans un blender puissant, ça fait une pâte, on le filtre à travers ce sac à lait, on presse comme on traite une vache, sauf que c'est pas une vache, c'est un... On va se demander ce que je fais avec ce truc. Et on a du lait. Alors moi, ce que je recommande, c'est d'en faire de la crème très épaisse, donc on met très peu d'eau, et comme ça, on la met dans des bacs à glaçons et on la congèle, et c'est super. Et comme ça, on le réutilise quand on veut. Et avec la pulpe, on fait du pain, on fait le biscuit Joconde, qui est engagé dans mon fameux opéra. Enfin, tout ça, tu sais, j'en parle beaucoup dans mon site internet, puisque je donne toutes les vidéos de cuisine crue. Tu es très généreuse, hein. Tu es d'une nature généreuse et ça j'adore. Non mais tu vends cette partie-là, mais si je le vends. Oui, mais tu es dans ta façon d'être et je l'ai vu hier et même au quotidien et par rapport à tout ce que tu offres aussi sur le site, il y a quand même de l'information qui est là. C'est cet état d'esprit qui est. On sent que tu es habité quand même. Hein. Ça a été un désir de passer au cru qui a été initié. Ça vient d'où ça? Au-delà des chefs américains, de tout ça, de cette cuisine saine, de manger sainement pour ton corps, d'avoir plein d'énergie, tu es quand même un petit peu relié aux étoiles, dis-moi, ou quoi? Oui, alors, ce qui se passe quand je mange cru, d'abord c'était, tu sais, c'est après un jeûne, j'ai fait un jeûne assez long de plus d'un mois, et à l'issue de ce jeûne, je ne pouvais manger que cru. Donc c'était pas une théorie d'orthorexie, d'être plus blanche que blanche, plus pure que pure, non, c'est que j'avais envie de manger des choses intègres, qui n'ont pas été transformées, qui sont sans mensonge, donc direct. Et puis, quand je me suis mise en cuisine, quand je me suis mise à préparer tous ces aliments selon les principes et les techniques de la cuisine crue, c'est-à-dire sans cuisson, juste des déshydratations, des germinations, des broyages, des fermentations, j'ai eu tellement d'excitation à préparer. C'est à l'état dans lequel je suis quand je fais de la cuisine crue, c'est juste une volupté incroyable. Donc je recherche ça, c'est mon kiff, je vais le chercher. Je suis dans un état de créativité et d'inspiration qui me plaît énormément, donc qui me nourrit. Et faire des recettes en inventant complètement tout, puisque là tout est à créer, ça me rend complètement... ça me donne une vitalité et une émotion très forte. Et manger cru me donne une vitalité et une disponibilité, je crois. C'est surtout... J'ai jamais dormi beaucoup et j'ai toujours été assez en forme. Mais là, ça me met sur une fréquence, ce dont parlait aussi Henri Joyeux. Ça rend disponible, ça rend plus joyeux, plus heureuse et plus présente à mon corps, à moi-même. Et je pense qu'intellectuellement, il y a quelque chose qui est aussi libéré quand on mange cru. Cette créativité, alors quand tu fais ces recettes, parce que tu as appris les bases donc avec des grands chefs crus aux États-Unis qui sont quand même à la pointe du cru, il faut dire ce qui est, et après tu as créé toi-même et même tu as été bluffé par ce qui sortait de ses mains, de cette tête, hein? Comment ça se passe, cet espace créatif? Tu es là et d'un seul coup, ça te vient d'associer ce lait peut-être végétal avec du coco, ou tu as appris les bases, ou c'est comme si tout était déjà là? Ce dont j'ai à me préoccuper, enfin, le plus quand je rentre en cuisine, parce qu'on rentre un peu en cuisine comme on rentre en religion, c'est un acte sacré. L'inspiration, elle vient si je suis disponible. Donc, ce dont je m'occupe le plus, c'est d'être joyeuse, c'est d'être claire, c'est de pas être encombrée par des pensées mesquines ou voilà. D'être vraiment, voilà, je cuisine que quand je suis dans un bon état d'esprit. Et là, j'avoue que ça se fait un peu tout seul. Ça se fait un peu tout seul. D'abord, c'est un élan. Manger cru, c'est un appel du cœur. C'est un élan du corps et du cœur.
Donc cet élan-là, il procède aussi d'une envie émotionnelle et sensuelle de satisfaire une gourmandise. Donc quand j'ai envie d'une tarte au citron, je suis appelée par cette tarte au citron et puis je trouve le chemin vers elle. Donc alors je trouve le chemin vers elle, ça a l'air un peu perché comme ça, mais je vais arriver à trouver le citron, je vais rajouter une goutte d'huile essentielle pour lui donner un peu d'écho. Oui, c'est ça, tu utilises les huiles essentielles, ça c'est intéressant. La cuisine crue, elle est assez alchimique. On ne peut pas utiliser tellement d'épices, parce que les épices, pour se donner, elles ont besoin d'être mijotées, mitonnées, donc d'être cuites. Là, elles se donnent, elles se libèrent. Alors que l'huile essentielle n'a pas besoin d'être... Il ne faut surtout pas la cuire ou la chauffer. Donc, elle va bien avec la nourriture crue, parce qu'elle fait écho à sa vivacité et à son côté essentiel. C'est ça que tu nous as mis dans ton foie gras, parce que j'ai eu l'occasion de goûter à son foie gras, c'est hallucinant, on a l'impression, on a la texture, on a le goût. Je sais que c'est une recette qui n'est pas partagée dans ton livre, mais j'utilise là ma petite caméra pour un petit peu être un peu plus, aller creuser un peu d'informations. Il y a une huile essentielle là-dedans, comment tu peux retrouver une telle texture du foie gras? Et je ne sais pas ce que c'est, parce que pourtant j'ai les papilles éveillées ayant un papa chef, mais là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, en tout cas, c'est pas sacrificiel, mais j'avoue que comme Saint-Augustin, il n'est pas devenu saint tout de suite, ça a été un grand amateur de femmes, de luxure, et c'était un vrai bandit. Moi aussi, j'ai fait mon foie gras, mais mon vrai foie gras, avec du vrai foie malade, d'oie, et jusqu'au jour où Hubert Reeves m'a dit « Mais comment tu peux manger le résultat d'une telle souffrance ?» Et de ce jour-là, j'ai dit, mais oui, effectivement. Donc j'ai arrêté de manger du foie gras. Mais j'ai toujours cet appel de cette chose délicieuse qu'est le foie gras. Comment quelque chose d'aussi délicieux peut être le résultat si pervers d'une torture insupportable? Alors du coup, j'ai fait quelque chose qui s'appelle une terrine de bonne foi, et qui n'est pas du tout un foie gras, et qui n'engage aucun sacrifice animal. Et c'est vrai que c'est une révolution, parce que c'est vrai que Gilles Lartigot, ouais. Henri Joyeux parlaient de conscience. Là, on peut choisir. Ou on est un prédateur et on pille la planète pour se nourrir, parce qu'il faut bien vivre. Est-ce une bonne raison? Est-ce une raison suffisante? Ou on choisit avec discernement parmi les ressources qui vont permettre à tout le monde de pouvoir manger à sa faim et d'être le moins malade possible. Donc je pense que cet appel de conscience aussi, il est fondamental dans ma démarche. Et ça me dit pas ça, quelle huile essentielle, ni quels ingrédients il y a dedans, ce foie gras qui est absolument délicieux. J'espère que tu vas nous faire que tu vas avoir un restaurant ici à Paris, parce que ça me manque cruellement en France, s'il te plaît. Oui, je suis en train de mettre ça en place et de faire livrer aussi de la cuisine crue chez les gens et dans les endroits où on travaille, pour qu'on puisse continuer à faire œuvre de créativité, même pour négocier des contrats, s'il y en a qui font ça, et qu'on soit disponible. Donc on est mangé de nourriture, on n'est pas un postprandial, c'est-à-dire une digestion comateuse où on se sent complètement absent de soi. Pour avoir été crudivore pendant 1 an aux États-Unis, je suis rentrée en Europe, je suis rentrée à Londres, à Paris, et puis c'est là où c'est quand on n'a pas autant de disponibilité, de possibilités de goûter et de quelque chose de bon et de différents ingrédients, d'aller au supermarché ou d'aller dans un restaurant cru, on a tendance à arrêter le cru. C'est-à-dire que ça devient vite lassant, les salades, etc. Et c'est loin d'être ça, et c'est ce que tu nous enseignes. C'est bien au-delà de ça, et c'est vrai que quand on a accès à des produits crus qui sont déjà pré-préparés, mais qui sont préparés en toute conscience, etc., et du bio, là on commence à s'éclater, ça devient quelque chose de quotidien. Alors, dans mon livre, il n'y a aucune salade. Dans mon livre L'instant cru, il n'y a aucune salade, parce que j'ai voulu montrer que le cru, ça n'a rien à voir avec des carottes râpées. Moi, je déteste les carottes râpées. Autant si je les réduis en semoule, en petite semoule comme un couscous, en deux tours de robot, là, elle se donne et elle donne un goût qu'on n'a pas dans les carottes râpées. Donc, je n'ai pas mis de salade, mais j'ai mis énormément de recettes qui sont extrêmement faciles. Je voudrais qu'on me croie quand je dis c'est très rapide. Faire une purée de carottes, c'est vraiment dommage de s'embêter à chauffer des carottes pour qu'elles deviennent effectivement du sucre et qu'elles se transforment en gras. Alors que quand on les met dans un mixeur avec à peine de noix de cajou, quelques gouttes d'huile essentielle, les noix de cajou vont nous donner le lait, la crème, le beurre, tout en restant cajou. De même que les noix de macadamia, de même que les amandes. Et puis quand on rajoute quelques gouttes d'huile essentielle, par exemple, un peu de mandarine avec la carotte, parce que ça va lui redonner les notes de tête qu'elle a perdues, ce sont les mêmes. Donc un peu de mandarine, la mandarine ne fera pas
valoir ses droits de mandarine, mais elle relèvera juste la carotte. Et puis on peut mettre un peu de cumin, un peu de poivre, on peut mettre, voilà. Et là on a un couscous de carotte qui est génial. Et ah oui non, là je parlais aussi d'une purée de carottes. On jette les carottes dans un blender puissant, on met quelques noix de cajou, du sel, un peu d'eau, on broie. Et pourquoi s'embêter à cuire des carottes alors que là on a une purée de carottes. Quand on ne connaît pas la purée de carottes crue, on peut pas prétendre connaître la carotte. Parce que là, on la découvre, on la rencontre, et c'est quelque chose de beaucoup plus vif en goût. Tu ne manges plus de... Je sais que tu as des enfants, mais tu ne manges plus de poisson, de viande. Tu es contre, tu es un peu... Parce que il me semble pas que tu sois sectaire non plus, crudivore. Alors, je suis contre rien. J'ai pas assez de ma vie pour exprimer et manifester et réaliser ce pour quoi je suis. Donc ce qui est contre, je m'en occupe même pas. Il m'est arrivé de manger de la viande. Il m'arrive de manger de la viande quand un copain cuisine de la viande. Je suis trop contente de manger sa viande. Par contre, je mange du poisson cru aussi parce que j'en ai envie. J'aime ça. J'en mange pas souvent, mais j'en mange quand même au moins 1 ou 2 fois par semaine. C'est quand même assez beaucoup. Ton corps te le demande. Et oui, j'ai des envies de poisson cru. Et quand j'en ai envie, c'est le matin. Il peut m'arriver aussi de manger du foie de morue. Ça peut m'arriver en boîte. C'est ça, c'est qu'on est, on est tellement rentré dans des habitudes alimentaires que de penser à manger du poisson cru le matin, on n'y est pas. Alors que le corps, ça se trouve, lui, cherche ça et a envie de ça pour nourrir le cerveau, ou je ne sais pas. En ce moment, je mange des pousses de tournesol. Alors ça, je l'ai fait pousser chez moi et moi, j'ai pas la télévision, j'ai Internet, mais voir mes pousses germer, c'est quelque chose dont je me lasse pas. Le spectacle des pousses qui germent. Donc je fais germer des pousses depuis que j'ai 17 ans. Je m'alimente énormément de graines germées. Et là, ce matin, j'ai mangé des pousses de tournesol avec un peu d'huile d'olive, avec j'ai mis un peu de vinaigre balsamique. Je me régale de ça. Donc, on peut les trouver toutes faites dans les magasins bio. Hein. Oui, mais c'est bien, c'est vrai, de les faire grandir. C'est tellement simple et rapide. La pousse de pois chiche, c'est super rapide. Il y en a des plus lentes, hein. Poireaux, c'est quoi tes préférés ? Alors, poireaux, je les mets en assaisonnement parce qu'elles sont assez fortes et acides. Enfin, elles sont très, très fortes. On dit un petit goût d'ail aussi. Donc, elles viennent parfumer une salade. C'est génial. J'adore les pousses de tournesol. L'alfalfa, tout simplement. Les lentilles germées. On peut même faire des dalles. On peut faire tellement de choses. La cuisine crue, c'est un réservoir de créativité qui ne demande qu'à être exploré et exprimé. Et là, je me régale. Rappelle-nous l'intérêt des graines germées. Alors, les graines germées, ça multiplie en germant. C'est comme une adolescente. La graine va être à plein pot, plein potentiel de tout son pouvoir nutritif en termes d'oligo-éléments, de vitamines, de protéines même, d'aminés. Enfin, c'est un réservoir, c'est multiplié par 100, même beaucoup plus que ça. Donc une graine germée, elle vous donne un concentré de bienfaits. C'est un peu ballot de manger de la salade, surtout quand on sait qu'elle a fait beaucoup de trajets, sauf quand elle pousse au-dessus de chez soi ou sur son balcon ou dans son jardin, alors qu'il y a des graines germées qui ont un potentiel intact et qui sont encore vivantes quand on les met dans notre assiette, puisque elles germent encore. Quand on les prend avec la fourchette et jusqu'en là, elles continuent de germer. Bon, après, elles s'arrêtent, je crois. Ta péniche est magnifique, hein, tu as créé un jardin dessus. Parle-nous-en et aussi de ces différents coins, nord, sud, est, ouest, de ces différents éléments. Pourquoi tu as placé ces plantes-là et qu'est-ce que tu en as fait ? Parce que c'est toute beauté, hein, on le mettra dans le montage de cette vidéo, mais c'est magnifique. Alors, en fait, j'ai été à la ferme du Bec et Loin, voir Perrine et Charles Hervé Gruyé. Et là, j'ai découvert la permaculture. J'y suis allée au mois d'août suivre un stage entier. Et quand je suis revenue, j'ai mis 25 tonnes de terre sur ma péniche, sur les écoutilles de la péniche. Et 25 tonnes, c'est beaucoup, ça fait un énorme jardin, tout en permaculture. Et donc, 2 mois après les avoir rencontrés, mais tu as vu une scène, tu as vu le film de Claude, le dernier film de Lelouch est tourné. Je suis arrivée sur sa péniche, j'ai fait, mais je reconnais cette péniche, elle est dans le film 1+1 qui sort en décembre. Donc, il a filmé et on voit très bien le jardin. Donc là, il pousse tout un tas de choses. Il pousse des poires, des pommes, j'en ai plein, des framboises, tout un tas. Et même l'hiver, j'ai tout un tas de salades. Alors, je parle de choux, d'acarachi, d'épinards de toutes sortes. Et ça, c'est absolument génial. Et là, ce dont tu parles, c'est un mandala que j'ai vu à la ferme du Bec et Loin. Et effectivement, les plantes d'air sont à l'est. Donc, on voit parce qu'elles sont aériennes. Les plantes de sud, de par leur structure, de par leur goût, de par leur morphologie. Donc, ce sont des lamiacées. Donc, on les met au sud, les plantes de feu. À l'ouest, on met les plantes d'eau.
Tu as vu que j'avais même des mertensa qui ont le goût d'huître, enfin voilà, et tous les sédums, enfin, et les plantes de terre au nord. Ça réénergétise. Ce sont des retrouvailles avec un principe très sacré et très puissant. Donc c'est vrai que l'acte de se nourrir, c'est quand même pas peut-être, c'est presque un acte politique, philosophique, et c'est une façon de te positionner en tant qu'humain dans une terre où on doit se partager les ressources. C'est une obligation de conscience de partager les ressources, et c'est une obligation de conscience aussi. Enfin, quand je dis obligation de conscience, c'est peut-être un peu fort, mais on doit se préoccuper quand on met quelque chose dans sa bouche qui va nous nourrir. Qu'est-ce qu'on a tué? Qu'est-ce qu'on a favorisé? Qu'est-ce qu'on a entretenu? Comment on redonne? Comment on redistribue ce qu'on prend et comment on échange? C'est la différence entre les prédateurs et les donneurs. Qu'est-ce qu'on fait? On est prédateur ou on est donneur? Quand on cultive en permaculture, on n'est que poésie. Là, ça me donne des frissons. On n'est que poésie. On est dans un échange avec la terre. On la respecte. Et on rend, après avoir produit et fait pousser, aidé à pousser, parce qu'on ne fait pas pousser, aider à pousser une carotte ou une salade, on a rendu la terre plus riche qu'après. On n'a pas été puisé dans une terre les nutriments avec lesquels on va se nourrir. Et l'intérêt là, c'est plus tellement de faire des caca bio, bien que ce soit important de faire des caca bio, mais c'est de se préoccuper comment la terre est entretenue et comment sont produits, comment sont produits les aliments avec lesquels nous on se nourrit. C'est drôlement important quand même, parce qu'il y a une circulation. La terre, c'est notre mère, on marche sur son ventre, elle nous porte. Elle s'en fout. Parce qu'en fait, une fois que nous, on sera tous morts, parce elle refleurira avec toute sa grâce. Il suffit pas de sauver la planète, c'est nous qu'il faut sauver. Mais la planète, on la détruit. Dès qu'on a fini de faire ça, elle repousse. Donc c'est notre vie sur cette planète qui doit être comme un mariage. Et cette prise de conscience de se sentir connecté, de se sentir bien, d'avoir ce cœur ouvert, d'être dans cette générosité, dans cet élan, c'est lié aussi. Ce qu'on va donner à notre corps va nous aider à être ça, à l'incarner de plus en plus au quotidien. Donc c'est une danse après, avec la vie, avec les aliments, avec les ingrédients. Alors j'adore que tu dis ça, parce que pour moi, cuisiner, c'est une danse. Et je trouve ça super de le faire avec les tasses. On prend, on met, on jette, on malaxe. C'est une cuisine qui se fait beaucoup avec les mains. C'est une cuisine hyper sensorielle et ludique, beaucoup plus que de cuire. C'est ça qui me plaît aussi, c'est qu'on coupe, on découpe, on assemble, on malaxe, on tasse. Alors par exemple, pour faire une pâte, on tasse, on broie, puis on tasse. Et c'est plié, j'allais dire, c'est tellement rapide et simple. Et on déshydrate, le bacon aubergine, ça j'ai trop hâte de le faire. Ça on déshydrate, il y a le déshydrateur quand même, déshydratateur qui est un appareil essentiel. Oui, alors là, un déshydrateur, il va juste enlever l'eau pour permettre d'avoir des textures croustillantes. Donc on peut faire du pain, on peut faire des crackers, on peut faire des crêpes, on peut faire tellement de choses. Et là, c'est compliqué parce qu'on dit bacon d'aubergine, on utilise une terminologie cuite, puisque cuisine, ça vient de cuit. Donc là, avec la cuisine, on doit trouver une nouvelle terminologie, une nouvelle sémantique. Et à l'instar de Lévi-Strauss, qui est quand même écrit dans le cuit et le cru, que le cuit, c'était l'accession, c'est l'accession au raffinement et à la culture, puisqu'on mange cru. Donc le cru, ça pourrit, et le cru, c'est truc de... Et ben là, moi, j'inverse un peu le processus. Je pense que la culture, maintenant, joyeuse, c'est d'aller vers les aliments crus. Et il y a un tel raffinement, un raffinement extrêmement subtil et fin, en accord avec les fréquences vibratoires des aliments végétaux qu'on respecte et qu'on accueille. Il y a quelque chose d'extrêmement fin qui n'a rien à voir avec on se nourrit comme des brutes. Et le cuit, c'est la culture, parce que c'est le feu et que ça a été donné. Donc je remercie Prométhée de nous avoir donné le feu. Ça lui a assez coûté, d'ailleurs, le foie. Moi, j'y vois là un lien étonnant. Le pauvre, il s'est bouffé le foie pour avoir apporté le feu. Et plus on cuit, et plus on se fait mal au foie. Je sais pas.
Je dis ça, je dis rien. En tout cas, c'est étonnant de ne pas voir en France que ça n'a pas encore plus fleuri le cru. Ça fait des années que je connais ça et que je le vois à l'étranger. Je pense que ça va, une fois que les Français vont réaliser à quel point il y a quelque chose d'extraordinaire et de très puissant au niveau gustatif dans le cru. Là, je crois qu'on va se réveiller. On va avoir plein de restaurants qui vont fleurir cru dans toute la France et à travers le monde, parce que c'est quand même, je n'arrive pas à comprendre que c'est pas encore venu ici. Il y a une résistance. Il y a de la résistance comme d'habitude. On est un petit peu en dernier, puis après d'un seul coup, quand on passe le cap, le français accélère et excelle. C'est marrant, ça. Alors, ce qui se passe, c'est il fallait des bonnes recettes. Et je pense que parfois, les goulbi-goulba que chacun fait un petit peu dans sa cuisine et met sur Internet pour montrer qu'on met n'importe quoi dans un blender, ne rendent pas justice au cru. Élaborer des recettes, c'est comme on rentre en religion. Ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration. Ça demande un vrai dialogue avec les aliments avec lesquels on travaille. Donc c'est un vrai métier. Ça demande une toque, une belle toque noire. D'ailleurs, t'es magnifique avec ta toque. J'ai pas mis ma toque aujourd'hui parce que j'ai pas peur de laisser tomber des cheveux dans ce que je prépare, mais il faut d'excellentes recettes, des recettes équilibrées. Il suffit pas de jeter des trucs comme ça mélangés dans un mixeur. Vraiment, ça s'élabore et c'est une science très fine, très exacte, très rigoureuse. C'est une alchimie, c'est une équation mathématique qui tient compte des saveurs, mais aussi de la texture. Et arriver à travailler la texture en alimentation crue, c'est génial, puisqu'il n'y a plus de farine, il n'y a plus d'œufs. Alors quoi ? Comment on va faire tenir un gâteau ? Comment on va trouver les consistances ? Et même tes enfants apprécient ça, donc ça c'est bon signe. Alors, mes enfants apprécient tous les desserts, ils adorent ça. Non, parfois, ils ont quand même envie de se faire un peu de semoule. Donc, moi, sur ma péniche, j'ai pas de feu, j'ai pas de four, j'ai pas de plaque. J'ai quand même une bouilloire. Donc, je peux leur faire un peu d'eau chaude pour qu'ils mangent de la semoule. Mais c'est tout ce que je peux faire pour eux. Mais ils aiment bien manger cru quand ils sont chez moi, oui. Un petit mot de la fin, Marie-Sophie, pour cette délicieuse interview. Écoute, j'ai envie de déguster tout de suite cru. Là, si t'avais un restaurant, on se retrouverait tous là autour d'une bonne table. Et on peut boire du vin dans le cru ? C'est autorisé ? Parce que j'ai vu dans tes recettes, juste un petit mot quand même par rapport à ça, parce que tu mets du vin dans tes recettes. Alors oui, je fais un fromage qui est génial parce qu'il y a de l'oignon et du vin blanc. Donc ça, c'est un fromage, quoi. C'est un vrai fromage, j'allais dire, qui est pas castré, voilà, c'est un vrai fromage, quoi. Et puis effectivement, j'ai assorti toutes mes recettes dans l'instant cru avec des vins bio de chez Meilleurs Vins Bio. Donc ce sont de très bons vins et surtout avec des thés. Je travaille avec le Palais des Thés qui m'ont fait confiance tout de suite. Et donc, là, ce sont deux outsiders quand même. La nourriture crue et le thé. Quand on mange une purée de carottes crues et qu'on boit un Mist Valley, qui est un thé népalais, là, on a des accords, on a vraiment des bonheurs très voluptueux. Et je pense que la volupté nous tient aussi en bonne santé. La joie de vivre, la joie de se mettre à table. Donc, je pense que la promesse du cru, enfin la promesse que je m'engage à tenir, c'est de renouveler les plaisirs culinaires, le paysage culinaire, comme on renouvelle des jeux amoureux, parce que passer à table et se nourrir avec des choses qui sont satisfaisantes sur le plan émotionnel, gustatif, et qui vont exciter et satisfaire notre gourmandise, c'est une bonne partie du travail de fait. Et effectivement, prendre le temps de mastiquer, de mettre en bouche, et puis de ne faire rentrer que ce pourquoi on salive. Donc, prendre le temps, quand on a cuisiné quelque chose de délicieux, de se laisser saliver, de se laisser désirer, et de manger. Les femmes le savent, la bouche d'en haut fonctionne comme la bouche d'en bas. Je suis désolée, mais on ne fait rentrer que ce pourquoi on salive. Donc, salivons. C'est très tantrique. Et le tantra, c'est pas que le sexe, c'est aussi la nourriture, c'est aussi cuisiner, toucher, respirer, voir à distance. Enfin, c'est tout ça. Donc, ce bonheur-là, cette réjouissance-là, elle procède d'un respect et d'un partage joyeux. Voilà. Merveilleux, quelle délicieuse interview. Merci beaucoup pour ce moment. Et I can't wait to try your book, your recipes. J'ai hâte de t'interviewer aussi en anglais et d'essayer toutes ces recettes. Merci beaucoup. On vous embrasse très très fort, délicieux co-créateur du Théâtre des Feux de la Rampe à Paris. À très vite pour d'autres interviews. Tous les mois, une fois par mois, en début de mois, je fais des interviews ici au Feu de la Rampe.
et bientôt partout dans le monde, parce que j'adore faire ces interviews en direct. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est bon, ça. Il y a un vrai canal de lumière. Et effectivement, le fait que tu sois indépendante et un électron libre, ben, ça te permet de catalyser tout un tas d'énergies qui ne sont pas comme l'industrie, quoi. Tu es hors piste. Tu es une vraie pionnière hors piste. Et la cuisine crue, c'est du hors piste. Et tout ça, voilà. Merci beaucoup.